On plonge tout de suite dans le sujet. Un sujet brûlant. La chute généralisée des actifs en ce début de février 2026. Devant nous, on a des graphiques, des analyses, et tout est rouge. Le marché crypto est en train de lâcher. Il lâche complètement. Et la vraie question, c'est comment ça se fait que si peu de gens semblent préparés à ce qui arrive? Parce que tout le monde regarde le mauvais indicateur. L'attention est hypnotisée, tu vois, par le prix, par la volatilité. Mais c'est une erreur. Le vrai danger n'est pas la chute des prix alors. Non. C'est ce que personne ne regarde pendant qu'elle se produit. C'est ça qu'on va décortiquer. Les mécanismes cachés de ce qu'on nomme déjà le wash shock. D'accord. Premier point alors. On voit que tout baisse, mais ce n'est pas un événement qui concerne que les cryptos, c'est ça? Absolument pas. Et ça, c'est vraiment le point de départ. Ce n'est pas une rotation sectorielle. C'est-à-dire que l'argent ne va pas simplement d'un actif à un autre. Exactement. L'argent ne se déplace pas. Il s'évapore des marchés à risque. Tout baisse en même temps. Les actions, surtout la tech, Même les valeurs refuges. tout. Les métaux précieux s'effondrent. L'argent métal, chute historique. L'or suit. Et bien sûr les cryptos qui sont en première ligne. Tout est vendu. On ne cherche pas un refuge, on cherche du cash. Donc, en gros, peu importe si on est un trader actif ou juste un simple détenteur, si on est exposé, on est touché. Le portefeuille saigne, quoi qu'il y ait dedans. C'est la fin de l'illusion de la diversification. Quand la corrélation entre tous les actifs tend vers 100%, il n'y a plus de refuge. Tout s'effondre de concert. C'est aussi simple que ça. On voit les supports techniques, tu sais, les lignes sur les graphiques, qui cèdent les unes après les autres. Mais l'analyse graphique classique, là, elle ne suffit plus à expliquer ce qui se passe. Elle ne suffit plus du tout. Elle décrit le symptôme, mais pas la cause profonde. Parce qu'il y a autre chose en jeu. Des forces invisibles. Des mécanismes cachés, oui. Des réactions en chaîne qui ne sont pas émotionnelles, attention. Elles sont purement structurelles. Et c'est ça qu'on va décortiquer maintenant. Alors, allons-y. Le premier marqueur, c'est Bitcoin. Il est passé sous les 75 000 $. C'est une baisse de 40% depuis le sommet. C'est énorme. C'est énorme. Et techniquement, ça confirme le marché baissier. Mais il y a pire. Un symbole encore plus fort. Ah oui. Oui, nous sommes passés sous le prix d'achat moyen de Strategy Corp. L'entreprise qui détient le plus de Bitcoin au monde. Exactement. Leur prix de revient est de 76 037 $. Ça veut dire que le plus gros acheteur, le plus convaincu, est officiellement sous l'eau. Ils perdent l'argent. Le choc psychologique doit être immense. C'est un séisme. Du coup, les acheteurs ont disparu, le fameux buy the dip, ça ne marche plus. Il n'y a plus assez de liquidité pour que ça fonctionne. Le marché est complètement dominé par autre chose, C'est-à-dire, par la structure des dérivés, les marchés à terme. En gros, les paris sur le prix futur pèsent beaucoup plus lourd que les achats réels, au comptant. Et ça a amplifié les mouvements de baisse de manière terrible. et c'est ça qui mène à ces chiffres qu'on voit partout, 2 milliards de dollars de positions liquidées en 24 heures, c'est colossal. Et il faut insister sur un point, ce n'est pas de la peur, ce n'est pas un trader qui panique, c'est mécanique. Dans ça, un mécanique. Les positions longues, celles qui parient sur la hausse avec un effet de levier, sont fermées de force par les plateformes d'échange, automatiquement. Ce qui crée une boucle infernale. Voilà. Le marché vend pour couvrir les pertes, ce qui fait encore baisser les prix, ce qui déclenche de nouvelles liquidations. C'est une avalanche qui s'auto-entretient. La machine a pris le contrôle. On passe au deuxième point d'alerte. J'imagine que pour Ethereum, c'est la même chose, en pire. Exactement. Ethereum est passé sous les 2200 $. C'est une chute de 55% depuis son sommet. La chute est encore plus accélérée. Et là aussi, il y a un risque systémique. Un jour de stratégies pour Ethereum qui pourrait tout faire basculer. C'est exact. L'entité, c'est Bit Immersion Digitale. D'après les sources, elle accumule 5 milliards de dollars de pertes latentes sur ses positions en ETH. 5 milliards. C'est une bombe à retardement. Une vente forcée de leur part pourrait accélérer la chute de manière dramatique. La cascade ne fait que commencer. On a donc une capitulation qui est totale. L'argent, le métal, s'effondre de 28% en une journée. Sa pire chute depuis 1980. L'or suit. La capitulation est généralisée, oui. Et Bitcoin ne joue plus du tout son rôle de valeur refuge, d'or numérique. À ce stade, non. Ce narratif est mort, au moins pour le moment. Les investisseurs vendent tout. Ils ne cherchent pas un refuge, ils cherchent du cash, de la liquidité, à tout prix. On voit donc les petits porteurs paniquer, mais que font les gros acteurs, les institutionnels? Ils quittent le navire. C'est très clair. Les données des ETF BTC au comptant montrent des sorties nettes massives. On parle de quel chiffre? 1,7 milliard de dollars en 2 semaines sur janvier.
Ça a effacé tous les gains de l'année. Les professionnels réduisent leur exposition au risque, massivement. D'accord. Donc on a une crise de liquidité, une fuite des institutionnels, et à tout ça s'ajoute un risque qui ne vient pas des marchés, un risque politique. Oui, un risque majeur, hein. L'affaire du Spy-Check. De quoi s'agit-il? La sénatrice Elizabeth Warren a sonné l'alarme. Elle parle d'un accord crypto-secret qui impliquerait Donald Trump. Et elle a utilisé les mots qui font peur. Lesquels? Risque pour la sécurité nationale. Ce qui signifie une seule chose, Une menace de régulation. Immédiate et brutale. Un coup près qui peut tomber sur tout le secteur du jour au lendemain. bon, on a posé tous les éléments. Revenons au cœur du problème que tu as nommé au début, le War Shock. C'est ça, le moteur de tout. Le War Shock, le nom vient de Kevin Warsh. Qui vient d'être nommé à la tête de la Réserve fédérale américaine. Voilà. Et il est perçu comme un faucon, un partisan d'une politique monétaire dure. Et ça, pour les marchés, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire un dollar fort. Et surtout, la fin de l'espoir d'une baisse des taux d'intérêt. Pour les actifs à risque comme les cryptos, qui ont vécu sous perfusion d'argent facile, c'est le pire scénario possible. Et comme si ça ne suffisait pas, on a aussi un risque géopolitique qui explose. Oui, une explosion a été rapportée au port de Bandar Abbas, en Iran. Ça rajoute une couche d'incertitude mondiale. Et en période d'incertitude mondiale, l'argent ne va pas vers la crypto. Il va vers le dollar. C'est un réflexe, un repli systémique vers la valeur refuge traditionnelle. Le système se referme sur lui-même et les cryptos, elles sont laissées dehors. Le tableau est très sombre. On a la panique, les liquidations, les menaces. L'indice de peur est à 14 sur 100. C'est un niveau de peur extrême. C'est le niveau le plus bas depuis des mois. La capitulation est totale. Et pourtant, au milieu de tout ça, il y a un mouvement qui va complètement à contre-courant. C'est là que ça devient intéressant. Pendant que la foule panique, certains agissent. C'est-à-dire, Binance, la plus grande plateforme d'échange au monde. Ils ont fait une annonce qui change tout. laquelle? Ils ont annoncé convertir leur fonds de sécurité pour les utilisateurs, le fonds SAFU, d'une valeur d'1 milliard de dollars, de stablecoins, En Bitcoin? Attends, ils accumulent. Pendant que tout le monde vend, massivement. Ils accumulent pendant que les autres vendent. C'est un signal extrêmement fort qui va à l'encontre de tout ce qu'on vient de décrire. alors qu'est-ce qu'on doit en conclure? Que ce que nous traversons, c'est plus qu'une simple correction. C'est un test de conviction, un test fondamental. Un test qui révèle qui a une vision à long terme, qui cède à la panique. C'est dans ces moments-là, précisément, qu'un transfert de richesse massif s'opère. Des mains faibles qui vendent par obligation vers des mains fortes qui ont une stratégie. La question n'est donc pas de savoir quand acheter ou vendre. Non. La vraie question est de savoir si l'on comprend réellement la nature des actifs que l'on détient. C'est la seule chose qui compte. Ceci n'est pas un conseil en investissement. La compréhension est ton premier actif.